Para usted, ¿qué es el honor y cómo lo trasladaría a nuestra sociedad actual? C'est une question intéressante, effectivement, mais là, je dirais que le film, si le film, je pense, existe, c'est aussi pour qu'on se pose la question quand on voit le film. En fait, j'aime bien quand un film pose une question. On en est où avec notre honneur aujourd'hui? Donc je pense que l'honneur c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose... Il y a deux parties. Il y a une partie où c'est vraiment une décision avec soi-même, à partir de quel moment notre honneur est bafoué, à partir de quel moment on se sent, je dirais, empiété ou je dirais, agressé dans notre identité, dans notre espace intime, qui est l'honneur en fait. J'aime bien, il y a un des personnages qui dit nous avons tous en nous un royaume, notre honneur, et il est bon de le préserver. Donc du coup, je pense que c'est intéressant qu'on se pose chacun, c'est vraiment une question très, très intime et très personnelle, j'en suis avec mon honneur. Après, il y a la question de la réputation, qui est liée avec l'honneur. Voilà. Alors la question de la réputation a pris beaucoup de place dans la société. Effectivement, notre réputation a pris toute la place dans nos vies pratiquement, alors qu'au départ, il y a l'honneur. Et donc il y a une sorte de déséquilibre entre réputation et honneur que je trouve assez fascinant. Usted, que en los años 90 hizo 3 de las películas históricas clave de la cinematografía francesa, Cyrano de Bergerac, Jean-Paul Ropeneau, que le agradecen los agradecimientos, La Reina Margot, Indochina. A la hora de acercarse a un tema histórico, en Francia, ¿qué os pasa? Que lo hacéis tan bien. Porque todo está muy bien colocado, el vestuario, la textura, la imagen, no sé. ¿Cómo enfocáis el tema histórico? Alors je sais pas, je pense que voilà, vous parlez de trois metteurs en scène qui ont réussi leur film, et j'ai eu la chance de faire partie de ces films-là qui effectivement sont devenus des classiques du cinéma français, qui ont voyagé dans le monde entier, qui ont changé ma carrière, et c'était des expériences très fortes où j'ai personnellement beaucoup appris en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, donc ça a été des expériences très très fortes. Je sais pas, c'est peut-être une sorte de soin du détail, une relation avec l'histoire. Je pense que c'est peut-être aussi lié, en tout cas pour Indochine, aux colonies, qui font partie de l'histoire de la France. Cyrano par rapport à la littérature, au théâtre aussi. Et puis bon, c'est un chef-d'œuvre absolu d'Edmond Rostand. Donc, il y a une histoire assez incroyable avec Cyrano de Bergerac, c'est que chaque fois que Cyrano est joué au théâtre, chaque fois, c'est un succès. C'est une des rares pièces qui est toujours un succès. C'est très très étrange. Ensuite, La Reine Margot, peut-être que là c'était avec un réalisateur qui est aussi un très 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 grand metteur en scène, qui était un très grand metteur en scène d'opéra et de théâtre, et donc il y a vraiment une sorte de puissance dramaturgique dans ces films, avec ces guerres de religion. Ça a été, voilà, La Reine Margot, ça a été vraiment... moi j'ai eu la chance d'être là au bon moment et de faire ces films. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris moi par rapport à moi en tant que réalisateur, et je pense que Une affaire d'honneur, je dirais peut-être hérite un petit peu de ces expériences-là aussi, c'est sûr. Su film está situado en un periodo que es finales del siglo XIX, un periodo muy convulso y muy parecido al que estamos viendo ahora, porque la libertad de prensa ahora también tenemos ahora
una libertad de prensa diferente, no sabemos ahora realmente lo que tenemos. Grandes inventos que ahora podemos hablar de todo lo que ha sido la revolución de Internet y en aquel momento, y se ve en su película, que a mí eso me gusta, es ese gran momento de las invenciones, tanto la electricidad, con todo lo que estuvo viendo, y trata un tema como el de la mujer, que hoy en día es un tema muy actual y lo estamos tratando también, parece mentira, que después de tantos años se haya vuelto hacia allí. ¿Cómo lo enfocó usted? Je pense que c'est vraiment c'est des sensibilités. Quand on écrit, on a toutes les antennes dehors et on essaie de sentir le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que du coup, on est sensible quand on fait nos recherches parce qu'en fait, tout est basé sur des faits réels. Donc, on est peut-être plus sensible à des choses qui nous parlent aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est important qu'un film d'époque questionne la nôtre, hein, qu'on puisse se projeter aussi dedans. Et comme vous disiez, apprendre des choses, c'est important de découvrir des choses qui sont folles et qui sont similaires à notre époque. On a l'impression qu'on se répète, en fait, qu'on vit dans des cycles qui se répètent. Peut-être qu'on peut apprendre des choses de cette époque-là, effectivement. Mais ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que c'est exactement ça l'idée, c'est qu'il y a plusieurs fils sur lesquels on peut s'accrocher par rapport à aujourd'hui, qui font des liens avec aujourd'hui. Et toutes les discussions qu'on a avec le public, après les projections, tournent toujours autour de toutes ces discussions-là. Et c'est vraiment absolument passionnant. On vit avec la peur aussi en nous en ce moment, d'un monde incertain dans lequel on rentre, avec ces guerres qui semblent se rapprocher, avec effectivement ce monde des nouvelles technologies on ne sait pas de quelle manière ça va impacter nos vies au quotidien. Je pense que ça le fait déjà depuis longtemps, mais en tout cas, il y a toutes ces questions-là. Et puis aussi cette idée que des choses qui se passent comme ça sur les réseaux sociaux peuvent aller jusqu'à dans des grands journaux importants, qui sont des références, où tu as l'impression que du coup les grands journaux deviennent un peu comme des colporteurs de choses qui sont fausses, on ne sait plus où est la vérité. On a l'impression qu'on vit dans un monde où la réalité en fait est devenue secondaire. Et que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on pense qui est vrai. Le iba a preguntar por los intérpretes, pero yo viendo su película, me viene una película para mí que me encanta, que es la primera película que hizo Ridley Scott, que se llama The Duel, Los Duelistas. Sí. Ahí, viendo su película a posteriori o antes de empezar la producción, ¿tiene usted referencias? ¿La conocía? Oui, ¿Le gusta? bien sûr, c'est notre référence à tous ceux qui font des duels au cinéma. Moi j'en ai fait beaucoup donc au cinéma. On regarde le film de Ridley Scott. Et j'ai travaillé pendant 6 mois avec Bill Hobbs, qui était le maître d'armes qui a fait les duellistes et qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Qui avait une manière de travailler qui était très différente de ce que nous on a fait. Moi je pense que ma référence à moi par rapport à la manière de travailler des duels était plus proche du travail de Kubrick dans Barry Lyndon. Je me sentais beaucoup plus dans la manière dont c'était structuré et filmé, etc. La dramaturgie du duel était voilà, donc je me suis plutôt... J'ai pas vraiment consulté ces films-là parce qu'on les connaît par cœur, mais par contre je savais comment faire pour mettre sur pied des duels, pour que ces duels soient différents les uns des autres, parce qu'il y en a quand même 5 dans le film, enfin il y a 4 duels plus un duel de démonstration, mais c'est vrai que l'idée c'était que chaque duel soit différent avec une dramaturgie différente, et ça vient déjà de l'écriture. Les duels étaient écrits dans le détail, dans le scénario, et donc
Il y a aussi les films de Kurosawa, les films asiatiques, qui sont aussi là quelque part dans mon inconscient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais bien quand on parle des dualistes, on peut peut-être mettre juste à côté, on peut peut-être mettre Une affaire d'honneur. Sí, sí, yo soy amante de las películas de duelos y por eso me encantó su película. Y sí que es verdad que me gustó que ha tratado los duelos de tres armas diferentes y aparte su puesta en escena es diferente. ¿Qué opciones manejó hasta llegar a la conclusión de que quiero hacer florete, pistola y sable? Impresionante la última. La espada. La espada. Me encantó la última, la de a caballo. Creo que ser difícil aquella escena también. Sí. La question c'est quelle arme je préfère. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cuál prefiere? No, la pregunta fue cómo diseñó las tres, cómo tuvo la idea de tener las tres, darnos tres diferentes duelos en la película, porque eso en duelistas siempre vemos el mismo duelo, en cambio usted nos da tres imágenes no, diferentes. No, hay pistola también de sí, duelista, hay el final. Hay pistola también, ¿eh? Sí. Non, le fleuret, en fait, c'est vraiment pour l'entraînement. C'est vraiment une arme d'entraînement dans les salles d'armes. Hein, donc, moi, j'adore le fleuret. Mais l'épée, c'est vraiment... l'épée, elle est là pour tuer. Hein, ça transfère, c'est des pointes. Donc, du coup, c'est une arme noble et qui est dangereuse et qui est très technique. Hein, vraiment. Après, effectivement, il y a le pistolet et puis il y a le sabre. Donc, le sabre, c'est vraiment l'arme des militaires. Donc, c'est venu assez naturellement, en fait, l'idée du cuirassier à cheval qui se bat avec le sabre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement avec, effectivement. Et puis ça variait aussi, ça permettait de varier les duels. Effectivement, il y a un moment donné où il y avait celui au pistolet était à l'épée. Mais je trouvais ça intéressant de mettre en danger mon maître d'armes avec une arme dont il n'est pas fou. Donc il n'aime pas en fait le pistolet, le maître d'armes du film. Et donc du coup il se retrouve lui-même toujours dans une position avec Bercher, mon personnage, dans une position où il n'est pas forcément au plus haut dans sa technique de la maîtrise du combat. Et donc c'était une manière de le fragiliser aussi et puis d'explorer aussi d'autres, je dirais, d'autres manières d'entrer dans des duels, parce qu'il y avait quand même beaucoup de duels au pistolet à l'époque. Ça se faisait beaucoup. Et comme celui, l'offensé, avait le choix des armes, donc du coup, Bercher, étant un peu sournois, s'est dit, moi avec le pistolet, au moins je suis sûr que je vais l'avoir. ¿Cómo compones el reparto? Porque Rossi Shen yo lo conocía mucho desde sus películas con Claire Denis y toda su carrerón, pero a mí me ha impactado mucho Doria Chile, y los demás actores también los conocía de Mien Bonnard, que me parece muy bueno. Entonces, ¿cómo eliges a tus actores y cómo trabajas con ellos? D'abord, c'est tous de très grands acteurs qui font vraiment partie du paysage du cinéma français. Chaque acteur est très différent les uns des autres. C'est vrai que Roche Dizem, il a cette force tranquille, il a un charisme fou dont j'avais besoin pour le personnage. J'avais besoin que ce soit un personnage qui avait des cicatrices et que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas trop, une sorte de taiseux, une sorte de samouraï en fait, qui ne s'ouvre pas et qui voilà, c'est hanté par les souvenirs de guerre, comme ça, qui s'est refermé comme dans sa coquille. Et Roche Dizem avait ça tout à fait naturellement, lui, c'était vraiment fort. De l'autre côté, il y avait Doria Tillier. Alors Doria, j'aime beaucoup Doria parce qu'elle était un peu dans la transgression, c'est quelqu'un d'assez libre. Et puis elle ressemble physiquement à au vrai personnage qui a existé. Et puis elle a ce physique un peu particulier qui correspondait bien au personnage. Après les autres acteurs, j'avais besoin d'un intellectuel des armes, donc Guillaume Gallienne étant lui-même une sorte d'intellectuel des lettres.
c'était quelqu'un qui est dans la comédie française et qui était juste parfait pour vous. Voilà. Et Damien Bonnard, Damien Bonnard, je voulais quelqu'un qui représente quelque chose d'un peu plus brut, une sorte de personnage moins raffiné et qui tout d'un coup se retrouve dans cette position d'être à la tête d'un des journaux les plus importants, avec effectivement dans une période où la presse se vulgarise un petit peu avec l'arrivée des tabloïds et des faits divers, hein, parce que c'est la naissance du fait divers dans les journaux, ce qui fait vendre du papier. Ça a vraiment été cette période-là, en 87, où il y a le premier fait divers dans l'histoire de la presse française qui a fait vendre du papier. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a eu ce rapport entre la presse et le duel qui était vraiment existant, c'est-à-dire que le Figaro, tous ces grands journaux avaient leur propre salle d'armes, ce qui était une chose assez incroyable. El Salón del Grima allí en el mismo hotel. Es verdad. Eso es verdad, ¿no? Pas seulement le petit journal, le Figaro, tous les grands journaux de l'époque. Sí, centro de prensa. Y el maestro de armas que sea una persona árabe era real también, porque sorprende. Quel personnage? Le maître d'armes était quelqu'un arabe. Ah, il y avait en fait, porque ya habría colonias, entonces. Oui, il y a le rapport avec il y avait un pacte franco-marocain qui existait déjà depuis plus d'une cinquantaine d'années, hein, et donc il y avait beaucoup d'échanges avec le Maroc, et sur toutes les gravures que je voyais, j'ai énormément de gravures, tu vois les gens en djellaba dans les salles d'armes, et donc il y avait vraiment cet échange très fort avec le Maroc. Il y avait des maîtres d'armes noirs, il y avait un maître d'armes noir aussi, il y avait un maître d'armes juif, alors que c'était une période assez antisémite, et c'était tout un... Donc il y avait tout un panel de gens qui venaient, il y avait des Espagnols aussi, et donc c'était très intéressant de voir comment il y a une sorte de mélange culturel aussi par rapport à cette idée de la maîtrise de soi, la maîtrise de la peur, hein, parce qu'en fait le courage c'est quoi? C'est la maîtrise de la peur. Donc du coup le personnage a probablement existé, hein. Moi j'avais toute une liste comme ça de maîtres d'armes existants, et il y avait donc des gens d'origines différentes. C'est l'héritage des colonies aussi. Es la de las colonias también. Merci beaucoup. Merci.